Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier, je suis en compagnie de Claude Lafleur, de Laurent Runigo et Dylan Baillargeon. Et il y a quelque temps, l'un de nos auditeurs, Fabrice Estrabo, que l'on salue, nous a suggéré de parler des apports scientifiques et des découvertes réalisées grâce au télescope et aux sondes spatiales, ce qu'on s'attendait, mais aussi les surprises que l'on a eues. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, Claude ? Ce qui est intéressant, c'est que ça nous a donné l'idée de faire un tour d'horizon des découvertes qu'on a faites depuis une centaine d'années et qui ont vraiment changé notre vision des choses. Et ce balado-là est particulièrement pertinent. Ce tour d'horizon-là est particulièrement intéressant, pertinent, parce que comme on en a parlé dans le balado précédent avec Jean-René Roy, 2024 marque le centenaire d'une découverte très importante qui a changé littéralement notre vision de l'univers. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Un tour d'horizon de tout ce qu'on a découvert depuis à peu près un siècle. Et j'en profite effectivement à mon tour pour remercier Fabrice qui a vraiment qui nous a lancé sur une très bonne idée. Fait que merci beaucoup et on te dédie ce balado. Bonjour à toi Laurent. Eh bien bonjour Florent, bonjour à tous, bonjour Claude. Ça fait bien plaisir de retrouver mes comparses pour un nouvel épisode. Moi, je remercie notre nouveau patron, Mathieu Gauthier, pour son soutien. Ce balado lui est également dédié. Et salutations à toi, Dylan. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, Claude nous a élaboré un épisode qui risque de plaire à plusieurs. Alors mettez-vous à votre aise et je vous souhaite un bon épisode et un bon voyage dans l'espace. Ce qui est intéressant dans ce balado-là, c'est qu'en plus de faire un tour d'horizon, on va répondre, dans le fond, à une question qu'on se pose souvent. À quoi ça sert d'explorer l'espace? Pourquoi consacrer tant d'énergie, tant de ressources à étudier les confins de l'univers alors qu'il y a tant de choses à étudier sur Terre, il y a tant de problèmes à résoudre? C'est un peu cette question-là que va permettre de répondre le balado, même si on n'y répond pas directement, mais on va voir un peu à quoi ça sert, à quoi ça nous a servi d'étudier l'univers depuis une centaine d'années. Mais avant de nous lancer sur ce chemin, rappelons d'abord la vision de l'univers que l'on avait il y a environ un siècle. À l'époque, on avait l'impression que l'univers était constitué d'une galaxie appelée la Voie lactée, ou qu'on appelait aussi la galaxie avec un grand G. Cependant, les astronomes soupçonnaient que l'univers était beaucoup plus vaste, qu'il y avait possiblement d'autres galaxies, comme nous l'a expliqué l'astrophysicien Jean-René Roy dans le précédent balado, sur l'année 1924, l'année où l'univers a éclaté, Claude. Exactement. Et en outre, à l'époque, là, il y a une centaine d'années, on pensait que l'univers était immuable, c'est-à-dire qu'il changeait peu ou pas, ou à toute fin pratique pas, que l'univers qu'on observait avait toujours été et qu'il serait toujours. Donc, l'univers était tel qu'on l'observe sans qu'il y avait eu de changement. Alors évidemment, il y avait ça et là quelques petites choses, voire quelques grandes choses que l'on ne saisissait pas très bien, notamment la présence de nébuleuses dont on ignorait la nature. On pensait qu'il s'agissait probablement de nuages de gaz, et les astronomes étaient toutefois intrigués par le fait que certaines nébuleuses apparaissaient dans leur télescope sous la forme de spirales. C'était néanmoins des objets quelconques qui se trouvaient vraisemblablement dans notre galaxie. Pourquoi des nébuleuses apparaissaient-elles donc sous forme de spirales ? C'était un autre mystère à résoudre. Exactement. Et en outre, dans le fond, il y a 100 ans, on avait l'impression de connaître à peu près l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir à propos de l'univers. Donc, on savait qu'il restait encore des choses à découvrir, mais on disait on connaît à peu près l'essentiel de ce qu'il y a à savoir. Et on peut ajouter qu'aujourd'hui, on a à peu près la même impression, c'est-à-dire qu'on se dit, OK, on est conscient qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais l'image qu'on a de notre univers, on a l'impression que c'est à peu près la bonne image, qu'on sait l'essentiel de ce qu'il y a à savoir, bien qu'il y ait encore beaucoup de mystères à résoudre. Mais quand on regarde le pas qu'on a fait depuis 100 ans, on va voir que notre connaissance a beaucoup évolué. Et à l'époque, on ne s'attendait pas à voir nos connaissances aussi bouleversées, que ce fut le cas au cours du dernier siècle. Et il y a 100 ans, on ne s'attendait pas non plus à voir nos connaissances autant bousculées aujourd'hui. Ainsi va la vie. Et oui, parce que voilà, fin 1923, début 1924, l'astronome Edwin Hubble établit que deux nébuleuses, appelées Messier 31 et Messier 33, et surnommées Andromède et le Triangle,
se trouve à au moins 1 million d'années-lumière de nous. Or, c'est là une découverte déconcertante, puisque ces nébuleuses se trouveraient donc bien au-delà de la Voie lactée. En fait, on avait conscience qu'il y avait un très grand nombre de nébuleuses, des nébuleuses qui semblaient formées d'un très très grand nombre d'étoiles, un peu comme notre galaxie. Fait qu'on s'est donc mis à imaginer qu'il existe peut-être d'autres galaxies. Et ce qu'on constatait, c'est qu'entre ces nébuleuses lointaines, il y a de vastes espaces où il semble rien y avoir. Ce qui fait qu'on s'est mis à parler d'un concept qu'on appelait des univers-îles, c'est-à-dire que l'univers, le cosmos, serait composé de plusieurs univers-îles, dont le nôtre. Et je trouve que c'est une image assez romantique de penser que l'espace, le cosmos, est fait de plusieurs univers-îles. Edwin Hubble estime même qu'il y aurait donc un très grand nombre de ces univers-îles, possiblement des centaines de milliers. Voilà donc que l'univers est constitué d'une multitude d'univers-îles. Notons que dès 1917, on avait déjà repéré des millions de spirales. Voilà qui change complètement notre perspective, parce que jusqu'à il y a à peu près un siècle, on pensait que l'univers se résumait grosso modo à une galaxie. Là, on découvre que l'univers est fait d'un très grand nombre de galaxies, de peut-être de centaines de milliers de galaxies. Ce qui fait que l'univers venait véritablement d'éclater, et c'est un changement carrément de perspective par rapport à ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à ce moment-là. En 1927, Georges Lemaître, un prêtre et astronome, fait un autre constat étonnant. Les galaxies, ces univers-îles, s'éloignent toutes de nous, ce que confirme Hubble. C'est comme si nous nous trouvions au centre de l'univers, une idée qui nous plaît toujours énormément. Puis, en mesurant la vitesse de fuite des galaxies, les astronomes découvrent un autre phénomène étonnant. Les galaxies s'éloignent d'autant plus rapidement de nous qu'elles sont distantes de nous. Comment expliquer ces deux phénomènes qui défient l'entendement? Pour comprendre ce qui se passe, les astronomes nous proposent une image. Imaginons qu'on décide à la surface d'un ballon gonflable un certain nombre de points noirs. Chaque point représente une galaxie. En gonflant le ballon, on constatera que tous les points noirs s'éloignent les uns des autres. Aucun n'est au centre de l'univers, mais qu'importe à partir de quel point on observe le gonflement du ballon, on verra tous les points noirs s'éloigner du nôtre. C'est-à-dire qu'on s'était ainsi mis à parler de l'expansion de l'univers, c'est-à-dire que l'univers n'est plus statique, l'univers n'est plus immuable, mais l'univers serait en train de s'étendre. Encore là, c'est un concept auquel on n'avait pas songé, c'est-à-dire que l'univers est en train de s'étendre et jusqu'à quel point, c'était la grande question. En reprenant donc l'image que nous a décrite Dylan, plus on gonfle le ballon, plus on constate que la vitesse d'éloignement des points noirs augmente avec leur éloignement par rapport à n'importe quel autre point noir. Or voilà précisément ce qu'ont observé les astronomes, Claude. Exactement. C'est pas pour dire que l'univers, c'est un ballon qui gonfle. Hein. C'est juste une image que nous donnent les astronomes. Sauf que ça permet, cette image-là, de comprendre deux éléments. C'est-à-dire que c'est pas parce que, comme on voit toutes les galaxies s'enfuir de nous, c'est parce que nous sommes au centre de l'univers. On serait n'importe où sur le ballon, on aurait la même impression. Et par ailleurs, ça explique que plus les galaxies sont loin de nous, plus elles s'éloignent à grande vitesse. Donc, c'est une image, mais qui permet de comprendre qu'on n'est pas au centre de l'univers, malgré ce qu'on observe. Edwin Hubble a même trouvé une relation mathématique entre distance et vitesse d'éloignement des galaxies. Cette loi fait appel à un chiffre fort important qu'on a appelé la constante de Hubble. Il s'agit en fait d'une équation, plus tard rebaptisée la loi de Hubble-Lemaître, et s'énonce comme suit. V égale H0D, où V est la vitesse d'éloignement d'une galaxie, H0 est la constante de Hubble, et D est la distance de la galaxie. La valeur de H0 plutôt, est très, très importante pour les astronomes parce que c'est celle qui détermine la vitesse d'expansion de l'univers. Ce qui fait que depuis 100 ans, les astronomes cherchent à établir avec très, très grande précision cette valeur-là parce qu'elle a un rôle majeur dans l'expansion de l'univers. Une autre question qui se pose, c'est est-ce que cette valeur-là a toujours été la même?
Peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc, on ne prend pas pour acquis que l'expansion de l'univers s'est déroulée toujours au même rythme. Peut-être que ce rythme-là a évolué dans le passé. Et donc, c'est quelque chose qui reste à voir, mais la valeur H0, c'est vraiment une valeur qui intrigue beaucoup les astronomes et qui beaucoup d'observations, de calculs, de différentes méthodes sont élaborées pour l'établir le plus justement possible et pour voir si cette valeur a été constante tout au long de l'expansion de l'univers. Si l'univers s'assimile à un ballon qui gonfle, ne pourrions-nous pas remonter le temps pour parvenir au moment où ce n'était qu'un point ? C'est l'idée originale qu'a émise Georges Lemaître au début des années 1930. Son idée était toutefois troublante car, comme nous le racontons dans le Balado 58, Georges Lemaître, le père du Big Bang, celui-ci est allé confronter Edwin Hubble et Albert Einstein qui s'objectaient à un tel concept. Rappelons que dans les années 1910, Einstein avait conçu sa fameuse théorie de la relativité, et selon lui, l'univers était statique. Mais Alexander Friedman, en 1924, et Georges Lemaître en 1927 ont émis l'hypothèse que l'univers était plutôt dynamique, c'est-à-dire soit en expansion, soit en contraction. Notons toutefois que ni Einstein ni Hubble, élevés avec l'idée d'un univers statique et immuable, avaient beaucoup de difficultés à accepter que celui-ci puisse être trouvé un jour contenu dans un point. Lemaître nous introduisons à un concept absolument hallucinant. C'est que l'univers un jour a été concentré dans une petite particule et il aurait en quelque sorte explosé. Ça a vraiment été une idée très difficile à accepter, même pour les astronomes, de penser qu'il y a eu un jour un Big Bang. Ça a pris des décennies avant que les astronomes acceptent cette idée-là, parce que c'était tellement un changement par rapport à l'image qu'on se faisait. Il faut se rappeler que Lemaître, c'est dans fin des années 20, début des années 30, jusqu'à il y a une décennie ou deux, on pensait que l'univers était immuable, et lui vient nous dire que, mais non, l'univers, non seulement il est en expansion, mais un jour, l'univers était concentré dans une infime particule qui a absolument explosé. Ça a vraiment été un concept qui a bouleversé tout le monde, et je pense que ce concept-là a vraiment été adopté dans les années 50, pour ne pas dire 60, tellement c'était une idée, entre guillemets, révolutionnaire. Selon nos connaissances actuelles, la naissance de l'univers remonte à 13,8 milliards d'années environ. Ainsi donc, non seulement l'univers n'est-il pas immuable, mais il n'a pas toujours existé. Voilà qui pose une série de questions troublantes, dont qu'y avait-il avant le Big Bang ? Qu'est-ce qui a déclenché le Big Bang ? Et puis, l'univers disparaîtrait-il un jour ou s'éteindra-t-il à tout jamais ? Les astronomes se sont énormément intéressés aux étoiles, ces corps célestes que l'on voit briller au firmament, et à qui, dans le cas du Soleil, nous devons la vie. Encore là, ils ont fait des découvertes auxquelles on ne s'attendait vraiment pas, Claude. Exactement. Si on prend l'exemple du Soleil, les étoiles sont constituées en très, très grande partie d'hydrogène et d'hélium. Dans le cas du Soleil, ce qu'on constate, c'est que en termes de masse, le Soleil est composé à un peu plus de 73% d'hydrogène, à presque 25% d'hélium et à peu près de 2% d'autres éléments chimiques, dont le carbone, le fer, l'oxygène. Ce qui est intéressant, c'est quand on pense que le Soleil est fait d'hydrogène et d'hélium, ce sont les deux premiers éléments du tableau périodique, quand votre tableau chimique, là. Donc, les étoiles sont faites essentiellement de deux éléments, d'hydrogène et d'hélium. Les astronomes ont en outre repéré qu'il existe plusieurs types d'étoiles. Ce qui les différencie le mieux, c'est avant tout leur masse. On classe ainsi les étoiles selon leur taille, le Soleil étant une étoile qui mesure 1 400 000 km de diamètre et qui est de type G, ou pour être plus précis, de type G2V. Alors de quoi il s'agit rapidement? Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a découvert, c'est que les étoiles ont une existence. C'est-à-dire que les étoiles naissent au sein de nuages. Elles se forment donc au sein de nuages, deviennent des étoiles. Pendant leur vie active, elles transforment leur hydrogène en hélium, ce qui génère énormément d'énergie, que ce soit sous forme de lumière, sous forme de chaleur, sous forme d'autres radiations. Et lorsqu'elles ont
convertit une certaine proportion de leur hydrogène en hélium, elles explosent, elles arrivent au terme de leur vie. Ce sont donc des espèces d'astres vivants. Les étoiles sont en fait les seuls corps célestes qui évoluent dans le temps, tandis que dans le cas des planètes, des galaxies ou d'autres objets célestes, une fois formés, ceux-ci ont une durée de vie théoriquement illimitée, en fait aussi longtemps qu'ils ne sont pas détruits ou influencés par un phénomène extérieur. En revanche, les étoiles ont une durée de vie fixée en fonction de leur masse. C'est là une découverte majeure. On sait ainsi qu'au départ, les étoiles de type G, comparables au Soleil, ont une durée de vie d'environ 10 milliards d'années. Autre découverte surprenante, la durée de vie des étoiles est inversement proportionnelle à leur masse. Il y a ainsi des étoiles nettement plus grosses que le Soleil, dont l'espérance de vie n'est que de quelques millions d'années seulement, tandis que de très petites étoiles ont une durée de vie de centaines de milliards d'années. Considérant que l'univers n'existe que depuis 13,8 milliards d'années, autant dire que ces petites étoiles sont immortelles. Bref, les étoiles sont les seuls corps célestes qui ont une vie, qui évolue d'une façon déterminée comme tout être vivant, alors que tout le reste de l'univers demeurait inchangé s'il n'intervenait pas des facteurs extérieurs, collisions ou d'autres phénomènes destructeurs. Ainsi, la Terre qui s'est formée il y a 4,5 milliards d'années demeurera dans son ensemble à peu près inchangée jusqu'au jour où le Soleil arrivera au terme de sa vie active dans environ 5 milliards d'années. Voilà qui est à la fois troublant et familier. Un jour, nous disparaîtrons totalement. À la suite du Big Bang, l'univers était constitué de protons, d'électrons et de neutrons, des particules qui formaient une sorte de soupe informe. Graduellement, des protons, des électrons et des neutrons se sont assemblés pour constituer des atomes d'hydrogène, l'élément chimique le plus simple et le plus abondant de l'univers. Et ensuite, au sein des étoiles, cet hydrogène se transforme en hélium. L'hélium qui est le deuxième élément du tableau périodique des éléments chimiques. Et c'est aussi le deuxième élément le plus présent dans l'univers. Donc, l'univers est essentiellement constitué d'hydrogène et d'hélium. Ce que les astronomes ont ensuite découvert, c'est que les autres éléments chimiques sont fabriqués au sein des étoiles, notamment le carbone, l'oxygène, le fer, etc. Tel qu'expliqué dans le balado 56, Le monde méconnu des étoiles, ces éléments sont fabriqués au terme de la vie régulière des étoiles, au moment où elles s'effondrent sur elles-mêmes. Cette destruction de chaque étoile fait s'éparpiller dans la galaxie différents éléments chimiques. Ceux-ci se retrouvent éventuellement dans des nuages de gaz à partir desquels naissent de nouvelles étoiles. Se forment aussi autour de ces étoiles des planètes. C'est de cette façon que l'on retrouve sur Terre les éléments chimiques qui nous sont familiers, comme le carbone, l'oxygène, le fer, etc. C'est dire que ces atomes dont nous sommes faits et qui composent la matière qui nous entoure ont jadis été fabriqués dans des étoiles qui sont arrivées au terme de leur vie avant que naissent le Soleil et les planètes du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Si donc il n'y avait pas eu des générations entières d'étoiles avant la formation du système solaire, rien de ce que nous sommes n'existerait. Quand on y pense, là, c'est une idée aussi fabuleuse que romantique. Tout ce qu'il y a autour de vous, tous les objets que vous touchez, vous-même y compris, on est fait d'atomes qui jadis ont été fabriqués au sein d'étoiles avant la formation du système solaire. L'idée qu'on ait des poussières d'étoiles, elle est littéralement vraie. Les éléments qui sont autour de nous, là, ce que vous touchez, ça existe depuis, ces atomes-là existent depuis des milliards d'années. Ils ont probablement une vie très différente avant d'arriver où ils en sont aujourd'hui et ils vont encore exister encore pour le restant de l'univers. Fait que les atomes, moi, là, je suis toujours fasciné quand je prends un verre d'eau, je regarde un verre d'eau, les molécules d'eau qu'il y a dans mon verre existent depuis avant même la création de la Terre. Ils sont arrivés sur Terre. Cette eau-là, Dieu sait par où elle est passée depuis 4 milliards et demi d'années. Et aujourd'hui, elle aboutit dans notre verre qu'on va boire dans quelques instants. Les atomes qui sont dans notre verre existent depuis des milliards d'années. C'est fascinant. Et vous et moi, on est fait de poussière d'étoiles, d'atomes qui, jadis, ont été fabriqués au sein d'étoiles. Tout ce qui n'est pas dans l'univers, hydrogène et hélium, a été fabriqué dans des étoiles avant même la naissance du système solaire.
Dans les années 20, alors qu'on communique de plus en plus par ondes radio, on observe que ces transmissions sont souvent brouillées par un phénomène statique dont on ignore la nature. En 1928, les laboratoires de la société Bell Telephone embauchent un physicien et ingénieur radio, Karl Jansky, pour qu'il élucide l'énigme. Après des mois d'observation, celui-ci découvre une source de brouillage qui, ô surprise, provient de l'espace lointain. Voilà qui motive un jeune ingénieur et opérateur radio, Grote Reber, de tenter de localiser plus précisément cette source. A-t-il réussi ? Effectivement, en fait, ce que Jansky et Reber ont découvert, c'est que l'univers regorge d'ondes radio, ce qu'aucun astronome n'avait pensé avant eux. En fait, ce qu'on a découvert depuis, c'est que l'univers, les étoiles, tout émet sur différentes longueurs d'onde, dont les ondes radio, dont d'autres longueurs d'onde. Donc, ça a été une découverte absolument fascinante qui a été faite donc par des gens qui s'intéressaient aux communications radio sur les ondes et qui ont ouvert de toutes nouvelles perspectives pour les astronomes. Dans les années et décennies suivantes, les astronomes découvriront en effet qu'on peut observer l'univers non seulement dans le domaine visible avec des télescopes, mais également dans le domaine des ondes radio avec donc des radiotélescopes, ainsi que dans le domaine des bandes X, gamma, infrarouge, etc. Ce qui est fascinant, c'est que quand on observe l'univers sous ces autres longueurs d'onde, on découvre des tas de choses. Par exemple, quand on observe l'univers en infrarouge, ça permet de voir à l'intérieur des nuages où se forment les étoiles et les planètes. On peut donc suivre la formation des étoiles, la naissance et l'évolution des étoiles et des planètes. Quand on observe l'univers dans les longueurs d'onde gamma, X et autres, on peut suivre, par exemple, l'évolution des étoiles, ce qui se passe à l'intérieur des étoiles. Donc, ce que les Jansky et Reber ont découvert, c'est de nouvelles fenêtres pour observer l'univers, alors que l'univers n'est pas observable que dans le visible, comme on l'a longtemps cru. Malheureusement pour les astronomes, en tout cas pour leur travail, mais heureusement pour leur santé, plusieurs de ces radiations sont filtrées par l'atmosphère terrestre. On a découvert leur présence à partir de 1947, lorsqu'on s'est mis à expédier des appareils de mesure dans l'espace grâce aux missiles V2 récupérés après-guerre. Aujourd'hui, des télescopes conçus pour capter l'infrarouge, les émissions X et gamma scrutent en permanence l'univers. En 1930, Clyde Tombaugh découvre une 9e planète d'importance à graviter autour du Soleil, Pluton. On acquiert alors la vision d'un système solaire bien ordonné qui s'ancrera dans nos esprits. En effet, tout au long du 20e siècle, nous développons l'idée que les planètes se sont formées autour du Soleil de façon ordonnée. C'est-à-dire que lors de la formation du Soleil et des planètes, il y a plus de 4,5 milliards d'années, 99% de la matière constituant le nuage de gaz s'est graduellement concentrée au centre pour donner naissance au Soleil. En parallèle, un disque de matière, qu'on appelle un disque d'accrétion, s'est formé autour du Soleil, le ceinturant un peu à la manière des anneaux de Saturne. Ce disque s'est peu à peu divisé en anneaux à partir desquels se sont constituées les planètes. Selon ce scénario, les éléments chimiques les plus lourds avaient tendance à graviter proche du Soleil, tandis que les éléments plus légers gravitaient à distance. Il a résulté de ce scénario que des petites planètes rocheuses se sont formées près du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, tandis que des grosses planètes gazeuses se sont formées en périphérie, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y avait une petite planète trouble-fête dans ce scénario bien ordonné, Pluton, au sujet de laquelle on ne connaissait pas grand-chose. C'est ainsi que s'est forgée l'idée qu'on devrait retrouver le même type de planète autour des autres étoiles, c'est-à-dire de petites planètes rocheuses proches de l'étoile avec des géantes gazeuses à distance. On a donc développé un modèle logique, c'est-à-dire un modèle, étant donné la façon dont on voit que s'est formé le système solaire, un modèle qu'on devait retrouver ailleurs dans l'univers lorsque on va détecter la présence de planètes autour d'autres étoiles. Donc, on s'attendait donc, en toute logique, retrouver notre modèle un peu partout à travers l'univers.
En étudiant la Lune au télescope, les astronomes ont été intrigués par le nombre incalculable de cratères qu'on peut retrouver à sa surface. S'agirait-il de bouches de volcans ? La Lune est-elle le théâtre d'un volcanisme nettement plus intense que sur Terre ? Si oui, cela signifie que son centre est chaud et qu'il recèle d'importantes quantités de roches en fusion, de magma. Dans les années 1950, certains astronomes ont d'ailleurs cru apercevoir des éruptions volcaniques sur la Lune. Mais était-ce bien le cas ? C'est la question qu'on se posait parce qu'en même temps, il y a une autre théorie qui s'est développée, c'est-à-dire qu'un certain nombre de cratères sur la Lune pourraient aussi être des cratères d'impact, c'est-à-dire que la Lune aurait pu être victime d'un certain bombardement de météorites qui aurait donc fracassé sa surface. La question qu'on se posait dans les années 50, c'est est-ce que sur la Lune, il y a à la fois des cratères d'origine volcanique, donc des bouches de volcans? Est-ce qu'il y a des cratères d'impact? La question se posait aussi, qu'en est-il sur Terre? Sur Terre, on observe un certain nombre de bouches de volcans. Il y a des volcans un peu partout sur Terre. Il y a très peu de cratères d'impact, donc d'origine de météorites. Donc, on se disait, qu'est-ce qu'il y en est de la Terre? Qu'est-ce qu'il y en est de la Lune? C'était la grande question à savoir, est-ce qu'il y a eu autant de volcans sur la Lune qu'on semble en observer? C'était un grand point d'interrogation. Bien entendu, ces deux théories ne s'excluent pas. La Lune pourrait avoir à la fois subi du volcanisme et un bombardement météoritique. Mais comment départager les cratères d'impact des bouches de volcans ? C'est l'une des grandes questions qu'on cherchait à résoudre dans les années 1960. Lorsque l'on a été en mesure d'étudier la Lune de près grâce aux sondes spatiales qui ont photographié sa surface en détail, puis par les équipages humains d'Apollo. La réponse, on n'a pas repéré à coup sûr de bouches de volcans. Peut-être y en a-t-il, mais elles apparaissent rares, tandis que la surface est ponctuée à coup sûr de cratères d'impact. La Lune a donc été victime d'un sérieux bombardement, d'un intense bombardement d'astéroïdes. Qu'en est-il de la Terre? Qu'en est-il des autres planètes? Est-ce que ça s'est passé aussi comme ça? C'est de cette façon-là que dans les années 1970, s'est imposée la théorie des collisions cosmiques, c'est-à-dire qu'il y a eu des collisions, en tout cas la Lune est le témoin de collisions cosmiques. On se posait des questions par rapport à la Terre, mais ça a été quand même un point important de dire il y a eu jadis d'importantes collisions cosmiques, la Lune est là pour en témoigner. La logique voudrait même que, puisque la Lune a été bombardée sévèrement, la Terre aurait dû l'être bien davantage, puisque, avec sa force de gravité plus intense, elle aurait dû attirer bien davantage de météorites. Mais où sont donc passés les cratères d'impact sur Terre ? C'est tout juste si on en a repéré quelques-uns, et des gros, et beaucoup moins que des bouches de volcans en tout cas. C'est un peu la question qu'on se posait à l'époque. Évidemment, il y a une différence fondamentale entre la Terre et la Lune. Ça s'appelle l'érosion, c'est-à-dire que sur Terre, il y a un phénomène d'érosion qui constamment remodèle la surface de la Terre, alors que sur la Lune, il n'y en a pas d'érosion. La Lune est donc le témoin de notre passé. Donc, on comprend que sur Terre, il y a probablement eu un bombardement important, mais qui a été effacé par l'érosion, ce qui n'est pas le cas sur la Lune. Et on peut observer ça aussi assez bien sur Mars, Claude, puisque Mars est un peu à mi-chemin entre la Lune et la Terre, si on peut dire, au niveau de son érosion, avec son atmosphère ténue, etc. Il y a quand même des impacts sur Mars, mais beaucoup moins que sur la Lune. Exactement. C'est pour ça que cette découverte-là répond un peu à une question. À quoi ça sert d'explorer la Lune? À quoi bon d'explorer la Lune? Ben, ce que la Lune nous raconte, c'est notre passé. Nous permet de découvrir ce qu'a été notre passé effacé par l'érosion terrestre. Ça sert à ça, la Lune. Le fait est que s'il y a une cinquantaine d'années, on s'objectait à l'idée de collision cosmique, celles-ci ne font plus aucun doute maintenant. Ce concept a eu même beaucoup de répercussions sur nos vies. C'est ainsi que dans les années 1970 est apparue l'idée que les dinosaures ont disparu, il y a environ 66 millions d'années, à la suite de l'écrasement d'un astéroïde d'une dizaine de kilomètres de diamètre. C'est alors qu'Hollywood s'est mis à nous bombarder de films mettant en scène de prodigieuses collisions d'astéroïdes avec la Terre, nous faisant subir le même sort que les dinosaures. En conséquence, est apparue chez nous une nouvelle crainte, celle de
effectivement subir le sort des dinosaures, celle que la Terre pourrait être frappée par un important astéroïde qui anéantirait l'humanité. Depuis ce jour, évidemment, on cherche à repérer en toute urgence la présence d'astéroïdes menaçants et on rêve de se doter de systèmes qui nous permettraient soit de dévier les astéroïdes ou de les détruire. Donc, c'est une crainte qu'on n'avait pas avant qui est maintenant apparue. Pourtant, c'est là une crainte récente qu'on n'avait pas il y a 50 ans à peine. C'était une menace qu'on ignorait. L'image de la disparition des dinosaures, exploitée par Hollywood, nous hante à tout jamais. Mais sommes-nous réellement menacés par ce péril? Sommes-nous en danger? Ce qu'on a de difficulté à prendre en compte, c'est que la chute d'un important astéroïde capable d'anéantir l'humanité, c'est un événement extrêmement rare. En fait, c'est arrivé il y a 66 millions d'années. Ça ne s'est pas produit entre-temps. Et on ne voit pas le jour où ça va arriver. Maintenant, c'est quoi les probabilités qu'un tel événement qui se produit très, très, très rarement pourrait survenir dans les prochaines années, dans les prochaines décennies? Les probabilités sont à toute fin pratique infiniment faibles. Pourtant, c'est une crainte qui, entre autres alimentée par Hollywood et par certaines agences spatiales, c'est une crainte qu'on a de penser que peut-être que dans les prochaines années ou les prochaines années, l'humanité pourrait être anéantie. Mais si on imagine que c'est un événement qui se produit en termes de dizaines de millions d'années, la dernière fois, c'était il y a 66 millions d'années. Il faudrait vraiment, vraiment être malchanceux pour dire que cet événement-là va arriver dans les prochaines années, dans les prochaines décennies et même au cours des prochains siècles. À mon avis, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Il y a des choses beaucoup plus inquiétantes, beaucoup plus immédiates. Mais voilà que cette peur génère de bons films et des budgets pour les agences spatiales et les forces armées qui désirent nous protéger de notre peur, tout en l'entretenant également. J'ajouterais juste qu'il ne faut pas perdre ça de vue, que ça sert les propos de certains d'alimenter cette peur-là, qui est une peur qu'on ne devrait pas avoir, étant donné les probabilités qui sont infiniment faibles. Un autre corollaire au concept de collision cosmique est de nous avoir fourni une nouvelle hypothèse pour expliquer l'origine de la Lune. Depuis qu'on se demande son origine, nous avons élaboré 3 grandes familles d'hypothèses. La Lune pourrait avoir été une planète qui se serait formée autour du Soleil en même temps que les autres planètes et qui aurait par la suite été capturée par la Terre. Ou la Lune pourrait s'être formée aux côtés de la Terre, s'accaparant d'une parcelle de la matière qui a servi à constituer notre planète. Ou encore, la Lune pourrait avoir été arrachée de la Terre à la suite d'une collision cosmique. Nous y voilà. Certains voient d'ailleurs dans l'océan Pacifique, qui recouvre la moitié du globe, le site où aurait été arrachée la matière ayant servi à constituer la Lune. Les géologues qui ont étudié les échantillons lunaires rapportés par les astronautes d'Apollo sont intrigués par le résultat de leurs analyses. À certains égards, la Lune s'assimile beaucoup à la Terre, au point où pourrait être un morceau d'elle, mais elle présente aussi des différences fondamentales. Comment alors réconcilier, Claude, les deux constats? C'est une bonne question. En fait, la meilleure explication qu'on a trouvée pour le moment, c'est que relativement au début de sa formation, la Terre serait rentrée en collision avec un astre de la taille de Mars qui aurait arraché une partie de sa croûte. Cet astre-là, on lui a même donné un nom, il s'appelle Theia. Donc, Theia serait rentré en collision avec la Terre, aurait arraché une partie de la croûte terrestre. Les débris se seraient placés en orbite autour de la Terre, il aurait formé une espèce d'anneau, et de cet anneau-là se serait constituée la Lune. C'est ce qui explique les caractéristiques qu'on observe sur la Lune. Maintenant, cette théorie-là n'explique pas tout, ce qui fait que ça pourrait changer dans les prochaines années, mais l'idée qu'on a pour l'instant, c'est que la Terre aurait été victime d'une collision importante qui aurait donné naissance à la Lune. Notons toutefois que cette hypothèse qui permet d'expliquer plusieurs des caractéristiques de la Lune n'explique en elle-même pas tout. En pratique, on a encore beaucoup à apprendre au sujet de la Lune, comme nous le relatons dans le balado 41, la Lune, c'est inconnu. Un jour, qui sait, nous trouverons possiblement une autre explication des origines de notre satellite naturel, peut-être grâce à de futures missions. Lorsqu'on regarde l'image qu'on se faisait de la Terre avant d'aller dans l'espace, on se rend compte au premier coup d'œil qu'on avait une vision erronée de l'apparence de notre planète, vue depuis l'espace.
Il n'y a par exemple qu'à consulter l'album de Tintin, On a marché sur la Lune, pour voir qu'on se la représentait avec peu ou pas de nuages et avec des continents et des océans très distincts. Or, l'une des premières découvertes qu'on a faites à l'aide de satellites munis de caméras qui ont photographié la Terre, c'est que c'est tout le contraire. La Terre est ensevelie de nuages. C'est même très difficile de voir la surface terrestre tellement il y a des nuages. Autre découverte, c'est qu'il est assez difficile de distinguer l'eau des terres immergées, l'eau des continents. C'est vraiment pas l'image de la Terre qu'on avait avant les satellites. Quand on regarde la Terre telle qu'elle est, la Terre est essentiellement couverte de nuages et c'est jamais facile de voir. C'est très difficile de voir où on est quand on regarde des photos de la Terre. Est-ce qu'on est au-dessus de l'Europe? Est-ce qu'on est au-dessus de l'Amérique? Est-ce qu'on est au-dessus de la terre ferme ou au-dessus des océans? C'est vraiment pas aussi clair que ce que les dessins nous montraient avant l'ère spatiale. Voilà d'ailleurs qui, au départ, a fortement embêté les militaires qui désiraient utiliser les satellites espions munis de caméras pour voir ce qui se passe en territoire ennemi. L'essentiel des photos prises par ces satellites ne faisait voir que des nuages. En conséquence, les militaires se sont dotés de satellites météo afin d'être informés des trouées dans les nuages qui permettent à leurs satellites espions de photographier les installations ennemies. Ce fut toute une surprise pour eux. De même pour les météorologues. Effectivement. En fait, au début de l'ère spatiale, les météorologues se disaient que du moment qu'on connaîtrait où sont les nuages, dans quelle direction ils évoluent et à quelle vitesse, on pourrait facilement prévoir le temps qu'il fera des jours, des semaines et des mois en avance. C'est donc avec beaucoup d'intérêt qu'on a installé sur orbite des satellites météo qui photographient l'ensemble du globe. Et contrairement aux militaires, les météorologues étaient ravis que leurs satellites repèrent des nuages en quantité. Aujourd'hui, des dizaines de satellites météo observent sans relâche le déplacement des nuages. Pourtant, on ne sait toujours pas prévoir le temps qu'il fera 2 jours à l'avance. Pourquoi donc ? En fait, ce qu'on a découvert entre-temps, c'est d'une part, il y a beaucoup plus de courants atmosphériques que ce qu'on pensait au départ. On pensait que l'atmosphère était relativement simple. Elle est beaucoup plus complexe. Et surtout, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a des interactions très importantes entre l'atmosphère, le sol, la terre ferme et les océans. Il y a donc une multitude de facteurs qui rentrent en compte pour essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. En fait, le problème est si complexe, il y a tellement de variables que probablement qu'on n'arrivera jamais de toute façon à prévoir la météo longtemps d'avance. Les satellites météo servent surtout à voir venir les événements immédiats, à suivre ce qui se passe. Mais quant aux prévisions, on se rend compte que c'est un système tellement complexe, l'atmosphère terrestre, que finalement, même avec nos meilleurs ordinateurs, il y a tellement de variables en cause qui peuvent changer à tout moment qu'il ne faut pas espérer pouvoir prévoir le météo, le temps qu'il fera, des semaines, encore moins des mois à l'avance. Peut-être quelques jours d'avance. Mais le problème, autrement dit, la découverte qu'on a faite, c'est qu'il est beaucoup, beaucoup plus complexe que ce qu'on s'y attendait. Curieusement, si dès les années 1960, on a obtenu des images assez fidèles de la Terre, ce n'est qu'en allant jusqu'à la Lune qu'on a véritablement réalisé à quoi elle ressemble réellement. On a alors fait une autre découverte majeure. En effet, en décembre 1968, les astronautes d'Apollo 8 ont fait une observation qui les a renversés. Parvenus à une centaine de milliers de kilomètres de la Terre, ils ont pris conscience non seulement de la beauté de notre planète, mais surtout de sa fragilité. Les astronautes ont été émus de voir la Terre qu'ils ont décrit comme un joyau suspendu dans le noir profond de l'espace. Ils en ont été tellement surpris et émerveillés que personne ne s'attendait à cela. Bien entendu, ils ont pris des clichés inoubliables, notamment ceux de la Terre vus depuis l'horizon lunaire, clichés qui ont fait le tour du monde et qui sont encore gravés dans notre imaginaire, surtout dans le tien, Claude. Exactement, parce que moi, j'ai vu ces photos-là les premières fois qu'elles sont apparues. En fait, les astronautes d'Apollo 8, qui sont les premiers hommes à s'être rendus jusqu'à la Lune, ont fait une découverte absolument remarquable auquel on ne s'attendait pas, c'est-à-dire la vulnérabilité de la Terre. Ils ont été tellement émus quand ils ont vu la Terre, la petite Terre perdue dans l'immensité de l'espace, qu'ils ont réalisé à quel point notre planète était à la fois un joyau suspendu dans l'univers et à quel point elle était vulnérable.
Et ça, cette image-là a changé à tout jamais notre perspective de qui nous sommes et sur quelle planète nous habitons. On peut aussi ajouter que l'exploration des planètes que nous menons en parallèle grâce aux sondes spatiales nous a aussi fait réaliser qu'il n'existe nulle part ailleurs dans le système solaire un monde habitable comme le nôtre. En fait, les astronautes d'Apollo 8 nous ont fait prendre conscience de l'urgence de prendre soin de notre petite planète Terre. Que notre planète Terre, elle est fragile, il faut en prendre soin. Les photos qui nous ont rapportées sur Terre ont fait naître une conscience collective qu'on habite sur une planète fragile et qu'il faut en prendre soin. Certains vont dire qu'il était le temps d'ailleurs de s'en rendre compte. Ces photos-là, ils ont donné un très bon coup de pouce au mouvement écologiste qui prenait naissance à l'époque. Il faut dire une chose, hein, je tiens à le souligner, c'est important. La conscience écologique existait déjà avant Apollo 8, dans les années 60. On a commencé à prendre conscience, mais les images que nous ont ramenées les astronautes d'Apollo 8 ont vraiment changé la donne. En fait, ils ont renforcé les mouvements écologistes. Ils leur ont donné un coup de pouce. Donc, le programme Apollo n'a pas inventé le mouvement écologique, mais il leur a donné un très bon coup de pouce. Oui, donc une nouvelle conscience venait de s'inscrire en nous. Claude, tu disais qu'il était temps... que c'était vraiment l'heure de prendre conscience de ça, mais je rajouterais qu'il y en a encore beaucoup qui n'ont pas acquis cette conscience, malheureusement. En fait, là, on ouvre une parenthèse qui est intéressante. Il y a une caractéristique amusante chez les êtres humains, c'est chaque personne a une conscience planétaire, mais chaque personne se dit « oui, mais moi, c'est pas pareil. » Fait que moi, je peux me permettre de faire des voyages en avion parce que c'est pas grave. Moi, je peux me permettre de faire de la route en automobile. Sur un plan individuel, c'est jamais pareil, mais collectivement, on se dit il faut prendre soin de la Terre, mais quand vient le temps de passer à l'action, oui, mais moi, c'est pas pareil. J'ajouterais un autre point intéressant, c'est que ce qui est amusant quand on regarde la chose, c'est que le but premier du programme Apollo, c'était d'explorer la Lune. Or, la découverte qu'ils ont fait, la plus grande découverte qu'ils ont fait, c'est à propos de la Terre. C'est la vulnérabilité de la Terre. C'est un bel exemple qui illustre comme quoi, quand vous entreprenez une recherche, que ce soit au point de vue scientifique ou dans notre vie personnelle, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Et là, on a un exemple extraordinaire. La découverte qu'on a faite, ce n'est pas à propos de la Lune, c'est à propos de la Terre. L'une des questions que l'on s'oppose sans cesse en explorant l'espace est bien entendu, y a-t-il de la vie ailleurs autour de nous ? C'est ainsi qu'on explore de nombreuses pistes, à commencer par la recherche de mondes propices à la vie. Une autre voie empruntée par les astronomes consiste à tenter de repérer la présence des éléments fondamentaux de la vie. Autrement dit, les ingrédients de base nécessaires à la vie abondent-ils dans l'espace ou sont plutôt rares? Parmi ces ingrédients, il y a le carbone, à la base de tout être vivant sur Terre, l'eau dans laquelle la vie prend forme, ainsi que la présence de molécules complexes. La vie est en fait de molécules très complexes. Or, à la grande satisfaction des chercheurs, et même à leur surprise, ils ont découvert que tous ces ingrédients abondent partout dans l'univers. Ce qui est intéressant, la découverte qu'on a faite, c'est que l'eau existe en abondance dans l'univers. On retrouve de l'eau partout, entre autres au sein des nuages à partir desquels se forment les étoiles et les planètes. La même chose pour les molécules complexes. On semble observer que les molécules complexes s'assemblent naturellement dans l'espace. Or, on sait que les molécules complexes sont à la base de la vie. Donc, ce qui est assez fascinant dans les observations qu'on fait, c'est que les éléments de base de la vie, on les retrouve partout dans l'univers. C'est donc quelque chose vraiment de très rassurant. Ce n'est pas quelque chose d'unique à certaines planètes, à certains endroits. Les ingrédients de base sont partout dans l'univers. L'abondance de l'eau étonne même les spécialistes. C'est ainsi qu'on a découvert autour de Jupiter et de Saturne des lunes qui contiennent bien davantage d'eau que la Terre. De plus, l'eau liquide, à la base même de la vie terrestre, se retrouve en abondance sur certaines de ces lunes. Voilà qui change tout. Lorsqu'au XVIIIe et au XIXe siècle, on a pris conscience que la Terre est une planète comme les autres qui circulent autour du Soleil, on s'est vite mis à imaginer que toutes les planètes du système solaire pourraient être habitées. Il n'y a qu'à lire la littérature débordante d'imagination des siècles passés. Hélas, avec le temps, on a réalisé que sur la majorité des planètes, les conditions ne sont pas propices à la vie.
soit qu'il y fait trop chaud comme sur Mercure, ou trop froid comme sur Jupiter, Saturne, Uranus et encore Neptune. Restait cependant la Lune, Mars et Vénus où les températures sont possiblement tempérées. On s'est cependant rendu compte que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, ce qui exclut toute possibilité de vie, tandis que sur Vénus, l'atmosphère est au contraire si dense qu'elle engendre des températures dépassant les 450 degrés. Écoutez à ce sujet le balado 75 sur les mystères vénusiens. Quant à Mars, il y fait très froid, la température moyenne étant de moins 63 degrés, contrairement à celle de la Terre qui est de 15 degrés, alors que l'atmosphère sur Mars est bien trop ténue, environ 1% de celle de la Terre. En pratique donc, les conditions de vie sont plus favorables au sommet de l'Everest que n'importe où sur Mars. On s'est donc fait à l'idée, en explorant les planètes à partir des années 1960, qu'il n'y avait aucune vie en dehors de la Terre, à l'exception peut-être de micro-organismes sur Mars, ce qui reste à prouver. Mais voilà qu'à partir des années 1990-2000, on a découvert sur certains satellites de Jupiter et de Saturne la présence d'océans. En fait, c'est grâce aux sondes Galileo et Cassini qu'on a découvert que sous certains des principaux satellites, on pense à Ganymède, on pense à Io, on pense à Europe et à Encelade. Encelade, c'est un satellite de Saturne. Ces satellites-là sont recouverts d'une épaisse couche de glace sous laquelle se trouvent d'importants océans d'eau. Donc, des sites possiblement, potentiellement propices à la vie. Ça a été toute une découverte de penser qu'il y a peut-être des endroits propices à la vie au-delà de l'orbite de Mars, alors qu'il y fait si froid. Cette découverte a jeté par terre les spécialistes qui estimaient qu'au-delà de Mars, il faisait beaucoup trop froid pour que la vie soit possible. Voilà donc que la découverte de manteaux de glace autour de certaines lunes rend possible des océans viables. C'est quand même une découverte extraordinaire quand on y pense. C'est qu'actuellement, à l'heure où on se parle, il y a possiblement 4 autres endroits à travers le système solaire, hormis la Terre, où la vie serait potentiellement possible. C'était quelque chose d'inimaginable il y a une trentaine d'années à peine, alors que là, on se demande si on ne pourrait pas découvrir de la vie ailleurs dans notre système solaire. C'est tout un changement de perspective par rapport à ce qu'on pensait il y a une trentaine d'années seulement. Mais jusqu'à quel point une vie s'est-elle développée dans les profondeurs océaniques de Ganymède, Europe, Callisto et Encelade? Comment peut-on répondre à cette question, Claude? C'est la grande question. Hein? Le problème qu'on a, c'est donc il y a d'importants océans sous ces satellites naturels de Jupiter et de Saturne, mais sous une couche de glace de plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur. Or, quand on regarde sur Terre l'exploitation minière, nos mines, là, quand on creuse le sol terrestre, on descend à peine à quelques kilomètres de profondeur. Le plus loin qu'on est allé, à ma connaissance, c'est à peu près une dizaine de kilomètres de profondeur. Et ça, c'était d'une expédition scientifique. Nos mines, c'est à quelques kilomètres de profondeur. Et évidemment, sur Terre, on dispose de toute la technologie nécessaire pour creuser aussi profondément qu'on veut. Fait que la grande question, c'est quand et ou comment on va parvenir à développer la technologie nous permettant de creuser des dizaines de kilomètres de glace pour finalement parvenir jusque dans les océans, par exemple d'Europe ou de Ganymède, pour voir ce qu'il y a dans ces océans-là. Ça représente tout un défi technologique. D'ailleurs, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est peut-être un défi qu'ils vont pouvoir relever dans quelques décennies, le temps de compléter leurs études. Mais c'est comment percer des dizaines de kilomètres de glace, alors que sur Terre, c'est à peine si on descend à quelques kilomètres sous le sol dans nos exploitations minières. Et qui sait, même peut-être y a-t-il d'autres sites non encore repérés dans le système solaire qui peuvent recéler de la vie, comme sur certains astéroïdes, dont Cérès ou aux abords d'Uranus, Neptune ou Pluton, qui ont finalement été très peu explorés. Depuis qu'on a pris conscience que le Soleil est une étoile entourée de planètes, on s'est imaginé que d'autres étoiles devraient lui ressembler. On se demandait cependant si c'était là un phénomène courant. Si c'était courant d'être entouré de plusieurs planètes, ou plutôt rare. On se demandait si la grande majorité des étoiles possèdent des planètes, ou si c'est l'exception. On s'est aussi plu à imaginer que, dans le cas où des étoiles posséderaient des planètes, celles-ci devaient probablement ressembler aux planètes du système solaire.
C'est-à-dire qu'on s'attendait à trouver des petites planètes rocheuses orbitant relativement proches de leurs étoiles, avec des géantes gazeuses à distance. Après tout, la configuration du système solaire nous apparaissait si logique. C'est ainsi qu'en 1995, on a découvert une première planète autour d'une étoile semblable au Soleil, 51 Pégasi, située à 50 années-lumière de nous, en direction de la constellation de Pégase. Or, ô surprise, il s'agit d'une gigantesque planète, de la taille de Jupiter, qui gravite 8 fois plus proche de son étoile que ne le fait Mercure autour du Soleil. C'est dire qu'il fait extrêmement chaud là où gravite cette planète. En fait, les températures dépassent les 1000 degrés. Cette planète, qu'on appelle 51 Pégasi b ou encore Dimitium, fait le tour de son étoile en un peu plus de 4 jours, tandis que Mercure en prend 88. Selon nos connaissances actuelles, ce genre de planète ne devrait pas exister, parce que si proche d'une étoile, il fait beaucoup trop chaud. Et c'est encore pire pour des planètes gazeuses, des géantes gazeuses soumises à des telles chaleurs, ça ne devrait pas exister, ce genre de planète-là. Et pourtant, on en a découvert des centaines. On appelle ça d'ailleurs des Jupiters chaudes, donc un type de planète qui, selon nos connaissances, ne devrait pas exister, mais comme elles existent, on est obligé de réviser nos connaissances. On a en outre repéré de nombreux autres types de planètes qui n'existent pas dans le système solaire, notamment des planètes qui font entre 1,5 fois et 2 fois la taille de la Terre et qui sont recouvertes d'océans faisant des centaines de kilomètres d'épaisseur. Pour rappel, nos océans ne font que quelques kilomètres seulement. C'est quand même amusant, hein? Parce que durant très très longtemps, on pensait qu'il existait simplement 2 types de planètes, des petites planètes rocheuses et des géantes gazeuses. Or, voilà que quand on observe les exoplanètes un peu partout à travers notre galaxie, on découvre une très très vaste gamme de planètes. En fait, toute la gamme à partir de planètes qui auraient à peu près la taille de la Lune jusqu'à des planètes qui font une douzaine de fois la taille de Jupiter. On observe donc toute la gamme, ce qu'on ne retrouve pas dans notre système solaire. En fait, notre système solaire, on pourrait dire, il est très, très pauvre en termes de diversité planétaire. Nous sommes par ailleurs à la recherche de systèmes planétaires calqués sur le nôtre, le modèle qu'on croyait répandu. Or, on découvre de tout, sauf quelque chose qui ressemble à notre système solaire. Ce n'est pas pour dire que des systèmes planétaires reprenant le modèle du nôtre n'existent pas, mais que, chose certaine, ce n'est pas la norme à suivre. Ce qui est intéressant, dans le fond, hein, c'est qu'on découvre que l'impression qu'on a, c'est que la très grande majorité des étoiles possèdent des planètes, ce qui est en soi une découverte très rassurante. Les planètes abondent, ce à quoi on se posait la question jusqu'à venir il y a quelques décennies. Maintenant, on sait que la majorité des étoiles possèdent leur propre planète, donc ça offre des perspectives très intéressantes. Dans le même esprit, on a longtemps considéré que le Soleil était une étoile représentative de l'ensemble des étoiles. On estimait que le Soleil était dans la moyenne, c'est-à-dire qu'il y avait autant d'étoiles plus petites que d'étoiles plus grosses que lui. On a cependant réalisé avec le temps que c'est loin d'être le cas, puisque les étoiles de la taille du Soleil ne représentent que 7% de toutes celles de notre galaxie. Ce qu'on a aussi découvert, c'est qu'en réalité, il y a 10 fois plus d'étoiles qui sont 10 fois plus petites que le Soleil. Ce sont ce qu'on appelle des naines rouges, des naines brunes plutôt. Or, ces naines brunes-là représentent à elles seules 75% de toutes les étoiles qui forment notre galaxie. Ce sont des étoiles donc très difficiles, mais ce sont des étoiles très très difficiles à observer. D'ailleurs, quand on regarde le firmament, les étoiles qu'on voit là, si vous regardez le ciel, c'est pas des naines brunes ou des naines rouges parce qu'elles sont beaucoup trop peu visibles, même si certaines sont beaucoup plus proches que les étoiles qu'on observe au firmament. Elles sont en quantité, mais très difficiles à observer. Il y a par ailleurs une autre caractéristique qui différencie le Soleil de la grande majorité des étoiles de notre galaxie, le fait que ce soit une étoile solitaire, tandis que la majorité des étoiles se tiennent par 2, voire par 3 ou davantage. Absolument. Imaginez par exemple un système solaire semblable au nôtre, mais au centre duquel il y aurait 2 étoiles qui tourneraient l'une autour de l'autre. Tout le reste des planètes tourneraient comme c'est notre cas. Ça existe en quantité. Dans certains cas aussi, vous avez 2 étoiles qui tournent à une certaine distance l'une de l'autre, mais qui possèdent chacun
leur système de planètes, leur cortège de planètes. Dans d'autres cas, vous avez comme des systèmes où il y a une deuxième étoile, puis même une troisième étoile qui orbite à plus loin, à plus grande distance, par exemple, au-delà de l'orbite de Pluton. Donc, vous pouvez observer, on peut imaginer tous les cas de figures possibles que vous pouvez faire avec 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Ce qu'on découvre par contre, c'est que les systèmes stellaires possédant une seule étoile comme le nôtre sont plutôt rares. À l'été de l'an 1054, une nouvelle étoile fait son apparition dans le ciel. Elle demeure visible à l'œil nu durant 2 ans, son éclat s'atténuant progressivement. Chose curieuse, les Chinois et les Arabes l'ont bien observé, mais il semble que personne en Europe ne l'ait vu, ou du moins, on n'a aucune trace d'observation. La raison, c'est qu'à l'époque, on considérait sous la chrétienté que le ciel était immuable et qu'une étoile ne pouvait pas apparaître comme ça au firmament. Écoutez à ce propos le balado 123, La science en marche, première partie. Ce qu'on désigne à présent comme la supernova de 1054 ne pouvait tout simplement pas exister dans l'Europe du Moyen Âge. Une supernova, c'est une étoile qui, arrivée en fin de vie, s'effondre sur elle-même et se met à briller d'un éclat plus intense que des milliers d'étoiles. Il s'agit du premier phénomène à haute énergie qu'on a repéré. Toutefois, depuis une 60aine d'années, on en a détecté plusieurs autres. Par phénomène de haute énergie, on entend des événements cosmiques qui dégagent de prodigieuses quantités d'énergie qui dépassent l'entendement. Pour donner un exemple de ça, en 1967, on a découvert des objets célestes qui émettent un puissant pinceau d'ondes radio en tournant rapidement sur elles-mêmes. Ça faisait penser un peu à des balises cosmiques. D'ailleurs, sur le coup, on a pensé qu'il s'agissait peut-être effectivement de balises radio servant à la navigation de civilisations extraterrestres très évoluées. On a raconté cette histoire-là dans le balado 70, a-t-on déjà repéré des extraterrestres? Ce qu'on avait repéré en réalité, c'est ce qu'on appelle des pulsars, des étoiles, les restes d'étoiles qui ne font que quelques kilomètres de diamètre et qui tournent extrêmement rapidement sur elles-mêmes en émettant des ondes radio. Ça donne l'impression de balises, mais c'est simplement un phénomène de haute énergie dont on ne s'imaginait pas l'existence il y a une 50aine d'années à peine. On a par ailleurs découvert un type d'explosion dont on s'explique mal la nature, mais qui dégage d'incroyables quantités d'énergie. Il s'agit des sursauts gamma, qui brillent des centaines de fois plus qu'une supernova et environ 1 million de milliards de fois plus que le Soleil. Il s'agit de l'événement le plus intense de l'univers après le Big Bang. Ces sursauts gamma sont invisibles à l'œil nu et indétectables depuis la Terre, mais ils sont repérables par des satellites équipés de détecteurs gamma. Ces sursauts ne durent que de quelques fractions de secondes à quelques minutes tout au plus, ce qui les rend difficiles à repérer et à étudier. Comment expliquer un tel déferlement d'énergie? Pour l'instant, on n'a pas trouvé l'explication. On a différentes théories. Ça pourrait, par exemple, être l'effondrement de gigantesques étoiles qui se terminent soit en étoiles à neutrons ou même en trous noirs. Ça pourrait aussi être la collision de 2 étoiles à neutrons qui, donc, au moment de la collision, dégagent une prodigieuse quantité d'énergie, ou une autre hypothèse. Tout ça pour dire que les sursauts gamma, qui sont vraiment des explosions prodigieuses, qui surviennent à peu près, je pense, à chaque jour, sinon même quelques fois par jour, c'est un phénomène assez fréquent qu'on ne peut pas observer depuis la Terre, ça prend des satellites pour les observer. C'est un phénomène de haute énergie dont on n'a aucune explication pour le moment. Autre phénomène énergétique qu'on s'explique encore moins, la matière et l'énergie noire, qu'on a mis au jour ces dernières décennies. Dans le cas de la matière noire, il s'agit de quelque chose qui exerce une force d'attraction au sein des galaxies. Tout se passe comme s'il y avait 6 fois plus de matière dans une galaxie que ce qu'on observe. Cette matière noire exerce une force gravitationnelle comme le fait la matière visible. Mais de quoi s'agit-il ? Peut-être de quelque chose d'autre que de la matière. Écoutez à ce sujet le balado 44, Matière et énergie noire. De même, mais à l'opposé, on a découvert de l'énergie noire. Cette énergie exerce une force de répulsion entre les galaxies, force qui tend à accélérer l'expansion de l'univers. Là encore, on ne comprend pas de quoi il s'agit, tout en observant ses effets sur l'ensemble de l'univers.
On peut dire que la matière et l'énergie noire, c'est la limite de nos connaissances. C'est là que sont rendues nos connaissances et ces phénomènes qu'on ne s'explique pas. On pourrait longtemps parler, entre autres, de la matière et de l'énergie noire, mais juste souligner, quand on parle de matière noire, il ne faut pas penser que c'est de la matière et que c'est de la matière noire. C'est quelque chose qui exerce une force de gravité comme si c'était de la matière. C'est pour ça qu'on parle de matière, mais ce n'est pas nécessairement de la matière. Et ce n'est pas de la matière noire. Le noir veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est. On est dans le noir. Donc, quand on parle de matière noire, les gens s'imaginent qu'il existe peut-être des particules, des roches ou des astres noirs qu'on ne peut pas observer. C'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est un phénomène dont on ne s'explique pas la nature, qui exerce une force de gravité qui ressemble à de la matière. Même chose pour l'énergie. Fait que c'est drôle de penser qu'on ne s'explique vraiment pas ce qui se passe et peut-être qu'on va l'avoir dans quelques décennies, alors que si on recule il y a un siècle, on pensait qu'on connaissait à peu près l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir de l'univers et qu'on avait encore quelques mystères à résoudre, alors qu'on est rendu tellement plus loin et on est confronté à des mystères encore beaucoup plus grands que ce qu'on aurait pu imaginer il y a encore là une fois quelques décennies à peine. Et oui, rappelons au passage, Claude, que l'univers que l'on peut observer n'est que 5% de ce qui existe, de ce qu'on sait qui existe par ailleurs. Oui, mais ça, c'est un faux concept, ça. Parce que là, c'est comme si on imagine qu'il existe de la matière noire qu'on ne peut pas observer, puis de l'énergie noire, alors que quand on va trouver la réponse, on va découvrir que ce n'est ni de la matière, ni de l'énergie, mais un phénomène dont on n'a pas l'explication. Fait que de penser qu'on observe que 5% de l'univers, c'est une fausse image, malheureusement très, très souvent véhiculée, et c'est une image qui va probablement faire sourire dans quelques décennies ou d'ici un siècle quand on aurait élucidé le mystère, mais c'est pas vrai que l'on observe que 5% de l'univers. On observe la très grande majorité de l'univers, mais on est confronté à deux phénomènes dont on n'a pas encore trouvé l'explication et attendons de trouver l'explication avant de dire que on observe que 5% de l'univers. C'est une fausse image, malheureusement, qui est très, très souvent véhiculée et qui n'a pas sa place, malheureusement, mais c'est un peu comme, j'ouvre une parenthèse, mais quand on dit qu'on se sert que de 10% de notre cerveau. J'allais dire la même chose. C'est totalement faux. Hein. D'ailleurs, c'était même pas ça que les études disaient à l'époque. Là, fait que c'est malheureusement une fausse image qui est hallucinante de penser qu'on a. Puis là, ça permet toutes sortes d'explications ésotériques et autres, alors que ce n'est pas ça. On observe probablement 95% de l'univers, mais il y a deux phénomènes extraordinairement mystérieux, la matière et l'énergie noire, dont on n'a pas trouvé l'explication. Encore une fois, s'il y a des jeunes à notre écoute, il y a des mystères sur lesquels vous pourriez travailler quand vous allez devenir adulte et chercheur dans le domaine. Il y a de la matière pour vous qui vous attend. Il y a une trentaine d'années, le directeur scientifique du télescope spatial Hubble a utilisé celui-ci pour mener une expérience inusitée. Observer une parcelle du firmament pas plus grosse qu'une teinte d'épingle vue depuis de la Terre, et où on présumait qu'il n'y avait rien à voir. Qu'allions-nous découvrir dans ce vide cosmique? Résultat, après 100 heures d'observation minutieuse, le télescope a repéré 3000 galaxies. On a depuis réalisé plusieurs prises de vue du genre qu'on appelle des photos du champ profond, Deep Fields, pour découvrir des quantités astronomiques de galaxies dans d'infimes parcelles de l'espace profond. Alors qu'il y a tout juste un siècle, nous pensions que l'univers se résumait à une galaxie, nous savons à présent qu'il se compose de milliards de galaxies, peut-être même jusqu'à 2000 milliards de galaxies. Et autre phénomène encore plus hallucinant, c'est qu'on observe que de façon générale, la distance entre les galaxies, elle est énorme. Là, elle se compte en termes de millions d'années-lumière. Et pourtant, on observe des collisions entre galaxies. Et pas simplement des collisions entre deux galaxies, il y a même des collisions entre 2 ou 3 galaxies. On peut se demander comment se fait-il qu'il y a des collisions entre galaxies alors que l'univers est si vaste. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les galaxies ne sont pas réparties relativement uniformément à travers l'univers, mais se tiennent en groupe, en amas de galaxies. Et dans certains cas, les distances sont un peu plus courtes. Et surtout, c'est que les galaxies, elles exercent entre elles une force de gravitation. Elles s'attirent les unes les autres, comme deux planètes peuvent s'attirer. Donc, il y a des galaxies qui font route les unes vers les autres et qui rentrent en collision
encore là, un phénomène qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a moins d'une centaine d'années, qu'il puisse y avoir des collisions entre galaxies, et pourtant, on en observe en quantité. Soit qu'on observe des collisions ou qu'on observe les restes de collisions. Il y a eu donc abondance de collisions dans toute l'histoire de l'univers. Donc, encore là, un phénomène qu'on n'aurait pas imaginé. Il y a des collisions entre galaxies qui sont en principe pourtant séparées par des millions d'années-lumière. Oui, on peut aussi faire l'analogie avec une image bien terrienne, encore une fois, où l'univers ressemble à un ensemble de bulles de savon, où les galaxies vont se situer sur les jointures des bulles de savon. Et donc c'est pour ça que l'univers est effectivement immense, mais qu'il n'y a qu'une petite partie de celui-ci où se présente la matière visible telle qu'on peut l'observer, c'est ça? Exactement. On sait aussi que la galaxie d'Andromède, notre voisine, située à 2,4 millions d'années-lumière, se rapproche de nous et que dans 4 milliards d'années environ, il y aura collision entre elle et nous. Mais rassurons-nous, le télescopage entre galaxies ne provoque pas de catastrophe comme l'impact d'un gigantesque astéroïde sur Terre. Et hormis le fait que nous aurons certainement, nous, disparu depuis longtemps, cela s'assimile plutôt à la rencontre de deux nuages où la matière s'entrelace sans être elle-même perturbée. Car contrairement à ce que nous laissent imaginer les images des galaxies, celles-ci sont essentiellement constituées de vide avec de minuscules concentrations de matière que sont les étoiles. En effet, la collision de deux galaxies s'assimile à celle de deux nuages. Dans certains cas, vous avez deux galaxies, l'une passe à travers l'autre et poursuivent leur chemin comme si de rien n'était. Ça arrive parfois, mais la majorité du temps, c'est quand cela se produit, les deux galaxies sont déformées par la collision, plus par l'effet gravitationnel que par le choc entre les étoiles. Il y a très, très, très peu de collisions entre les étoiles. C'est vraiment des nuages qui passent l'un à travers l'autre. Il arrive parfois que, par effet gravitationnel, il y a des étoiles qui sont expulsées de ces galaxies-là. Il arrive aussi assez souvent où deux galaxies se fondent l'une dans l'autre, donc pour devenir une autre galaxie encore plus grosse. D'ailleurs, on observe dans certains amas de galaxies une galaxie géante qui assimile, qui dévore les autres galaxies voisines pour devenir de plus en plus grosse. Ce qui est intéressant de façon observable, c'est qu'une galaxie à l'état naturel adopte la fameuse forme de spirale, une espèce de pizza, et avec une structure spirale comme notre galaxie, la Voie lactée. Suite à une collision, les galaxies souvent sont déformées. C'est pour ça qu'il y a un autre type de galaxie avec des formes tout à fait bizarres. Ça, c'est souvent le résultat de collision, soit de deux galaxies qui sont passées l'une à travers l'autre, des galaxies qui se sont absorbées l'une à l'autre, ou une galaxie qui a dévoré d'autres galaxies. Donc, il y a plusieurs types de collisions et c'est ce qu'on observe grâce aux télescopes spatiaux. Hubble, entre autres, nous a montré de formidables images de galaxies en collision, alors qu'on pourrait s'attendre que l'univers est si vaste que ce genre de phénomène ne se produit pas, mais c'est au contraire un phénomène assez courant et dont on va même être victime. On pourrait préciser dans le cas d'Andromède qu'Andromède est, si ma mémoire est bonne, 2 fois plus grosse que notre galaxie. Fait qu'Andromède va en quelque sorte nous absorber pour devenir encore plus grosse. Mais ça, c'est dans des milliards d'années et comme le soulignait Florent, on ne sera plus là de toute façon. Malheureusement, on ne verra pas ce phénomène-là. Ces dernières décennies, on a découvert une multitude d'indices qui nous donnent espoir que non seulement la vie est possible ailleurs dans l'univers, mais qu'elle pourrait même abonder. Ainsi, on trouve partout les ingrédients de base. On considère ainsi que la vie a besoin de planètes tempérées où abonde l'eau, ce qu'on a déjà repéré. Même dans le système solaire, il y aurait plus d'un endroit propice à la vie. Voilà qui est vraiment stimulant. Hein? Ce qu'on découvre, c'est dans le fond, il y a quantité de planètes sur lesquelles la vie serait possible. En fait, on peut presque affirmer qu'il y a un nombre incalculable de planètes possiblement propices à la vie. Ça reste à déterminer. Certains parlent qu'il y aurait des millions de planètes où la vie se serait développée. Ça fait rêver. Par contre, on a aussi découvert que des planètes très semblables à la Terre risquent d'être plutôt rares, puisque la majorité des planètes gravitent dans des environnements fort différents du nôtre. Dès le départ, les 3/4 des étoiles de la galaxie étant des naines rouges, celles-ci présentent des environnements très différents du nôtre. Un bel exemple du genre de planète qu'on risque de trouver en quantité est Gliese 9827d.
Cette exoplanète fait 2 fois la taille de la Terre et orbite une naine rouge en 6,2 jours seulement. Elle se trouve à 97 années-lumière de nous, ce qui est proche en termes cosmiques. Or, fait intéressant, GJ 9827d contiendrait énormément d'eau. Ce pourrait même être un astre fait à moitié d'eau et à moitié de roche, alors que son atmosphère serait principalement composée de vapeur d'eau. Par contre, puisqu'elle gravite si proche de son étoile, elle serait aussi chaude que Vénus. On imagine mal que la vie puisse exister dans de telles conditions. Mais puisqu'il y a abondance d'eau, sait-on jamais. En fait, là, il faut retenir que la très, très grande majorité des planètes où la vie est potentiellement possible évoluent dans un environnement très différent de celui de la Terre, dans des conditions très différentes. C'est donc dire que s'il y a de la vie, cette vie-là est sans aucun doute très différente de la nôtre. Il y a donc un paradoxe. La vie serait abondante dans l'univers, mais très différente de celle qu'on connaît sur Terre. Ajoutons à cela que la vie terrestre s'est développée à la suite d'un long et sinueux processus d'évolution. Processus parsemé d'une multitude d'incidents, incluant des dizaines d'extinctions massives de la vie, et qui s'est déroulé sur plus de 3 milliards d'années. Retrouvera-t-on quelque part dans notre galaxie un environnement, des conditions et un processus suffisamment proches des nôtres pour espérer trouver des êtres relativement semblables à nous ? Disons que cela semble peu probable, très très peu même. Et si on fait le bilan de toutes les découvertes astronomiques que nous avons faites ces derniers siècles, il ressort un constat plutôt navrant. De tout temps et pour une foule de raisons, nous nous sommes crus au centre de l'univers, au propre comme au figuré. Et comme nous le relatons dans le balado 123 « La science en marche », première partie, on se croit immanquablement au centre de l'univers. On a ainsi longtemps cru que la Terre était immobile et que l'univers tournait autour de nous. On a aussi cru que les astres et les divinités gouvernaient nos vies. On a même envisagé que si les planètes tournaient autour du Soleil, celui-ci tournait néanmoins autour de la Terre. Puis on a cru qu'on habitait au centre de la galaxie, jusqu'à ce qu'on découvre dans les années 1920 qu'on habite plutôt en périphérie, loin du centre. On a aussi cru que le Soleil était une étoile type et que le système solaire représentait le modèle des autres systèmes planétaires. On s'est aussi cru une créature créée de toutes pièces par un créateur et que celui-ci n'a de préoccupation que pour nous. Or, au fur et à mesure que nos connaissances progressent, on se rend compte qu'il n'en est rien. En fait, nous habitons sur une planète quelconque, autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie parmi des milliards d'autres. De toute évidence, notre présence dans l'univers n'a rien de spécial. Pourtant, nous persistons à nous croire, d'une façon ou d'une autre, au centre de quelque chose. En effet, nous sommes encore nombreux à penser que les astres, une entité divine ou bien une civilisation extraterrestre ont une grande influence sur nos vies. Et croyance ultime, nous avons la profonde conviction que toute autre forme de vie intelligente doit nécessairement être calquée sur la nôtre, que les extraterrestres sont nécessairement des humanoïdes assez semblables à nous. Aucun doute que la vie intelligente ne peut adopter d'autres modèles que le nôtre. Comment pourrait-il en être autrement ? En fait, ce qui est amusant, c'est que la somme de nos connaissances nous indique que c'est tout le contraire. Mais on se croit quand même, d'une façon ou d'une autre, quelque part, un modèle à suivre ou un peu le centre de l'univers ou de la préoccupation d'un Dieu. Même si nos connaissances nous montrent que ça n'est surtout pas le cas, c'est plus fort que nous. Quelque part, nous sommes spéciales, malheureusement. Oui, nous sommes des animaux, même des super animaux, quoique, ça dépend du point de vue, mais on dépend surtout de notre évolution. Et pour des questions de survie, on a été entraînés pendant des milliers d'années à reconnaître nos semblables, et quitte à en voir là où il n'y en a pas. Donc on continue à chercher ce qu'on est, alors qu'on aurait besoin surtout de chercher ce qu'on n'est pas. Là est toute la difficulté. Exactement. En fait, ce qui est intéressant dans le tour d'horizon qu'on vient de faire, c'est que ça montre un peu que plus nos connaissances évoluent, plus on se rend compte qu'on est
quelque chose quelque part dans l'univers et qu'on n'a rien de divin, alors que dans notre nature, pour un peu ce que tu viens de dire, ça explique que non, l'humain quelque part doit être spécial, mais au fur et à mesure que nos connaissances avancent, c'est tout le contraire que ça nous montre. Et on a beaucoup de difficultés à accepter cette idée-là. On le voit très bien dans notre société aujourd'hui, toutes les croyances qui sont répandues. Je pense que sur un point de vue individuel, on a la difficulté à penser qu'on est un individu ordinaire, et au niveau collectif, de penser que l'humanité est une forme de vie quelconque dans l'univers, ça aussi, on a beaucoup de difficultés à accepter. Je ne sais pas si un jour on va finir par franchir ce pas-là. En tout cas, ça montre un peu, quand je disais au début du balado, à quoi ça sert d'explorer l'espace, pourquoi des scientifiques se perdent leur temps, entre guillemets, à étudier les étoiles alors qu'il y a tant de choses sur Terre. Ça montre un peu l'importance des connaissances qu'on acquiert en explorant l'espace. Connaissances qui ne sont pas juste des connaissances scientifiques, mais qui sont des connaissances humaines, de savoir que, après tout, on est peut-être quelque chose quelque part dans l'univers, on est dans un univers absolument fantastique et on vit sur une planète fragile dont il faudrait bien se préoccuper avant qu'il soit trop tard. C'est un peu à quoi ça sert la science. Voilà qui termine un peu notre tour d'horizon. Comme toujours, si vous avez des questions à nous proposer, des suggestions, des commentaires, des critiques, on les accueille avec intérêt quand ce sont des critiques constructives. Et si vous avez des idées à nous suggérer, ça peut donner un balado comme celui que nous avait suggéré notre ami Fabrice et qui a donné, je pense, un résultat assez intéressant auquel je n'avais pas pensé à l'origine. Mais ça sert à ça, les idées. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire. Notre adresse est toute simple. baladovde@gmail.com, baladovde@gmail.com. Moi, ça me fait toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci Claude, merci Laurent, merci Dylan, merci à tous pour nous avoir écoutés et rendez-vous dans 2 semaines. Absolument. Semaine, je pense que ça va être dans 3 semaines. Là. Non, c'est vrai. Le prochain balado, c'est une entrevue que je fais avec 2 de nos membres qui ont visité. Ah oui, c'est vrai, il faut que je vous en parle. Laurent et Florent, peut-être qu'on pourrait faire un complément. Prochain balado, c'est 2 de nos auditeurs qui ont visité différents musées à travers l'Europe. Ils vont nous parler, donc, qu'est-ce qu'on peut voir en Europe, des musées spatiaux, ça peut être à Toulouse. Il y en a même un qui est allé à la Cité des Étoiles en Russie. Il faut nous en parler, mais peut-être que de votre côté aussi, on pourrait rajouter quelque chose. En tout cas, je vais vous contacter là-dessus. Mais le prochain balado, c'est les musées spatiaux qu'on peut voir en Europe et un peu en Amérique. Là, je vais parler un peu qu'est-ce qu'il y a à voir. C'est un balado qui se veut un peu inviter les gens en vacances à dire si dans la région où vous allez, informez-vous, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir et qui est lié au spatial. Avec plaisir, Claude. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon, grâce à qui ce balado continue son chemin à travers l'univers. Je vous rappelle qu'à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados et qui regorgent d'informations supplémentaires vous permettant de prolonger le voyage. Vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines d'avance. Alors si ça vous tente, direction le site patreon.com, voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon avec Claude Lafleur au contenu. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.